Le workshop qui nous intéresse donc, est intitulé « Bonnes pratiques de performance organisationnelle et digitale dans l'industrie ». Donc, pour ce faire, nous allons intervenir donc à quatre mains avec tout d'abord Émilie Basque, qui est directrice du développement du pôle formation. Ensuite, Virginie Chancois, qui est directrice de l'ADEFIM Aquitaine. Et enfin, Arnaud Poujardieu, excusez-moi, qui est Business Developer France pour Dassault Systèmes. Donc, l'ordre d'intervention sera le suivant. Si ça veut bien passer. Voilà, ça passe. Donc, nous allons commencer par une présentation d'Émilie Basque qui nous présentera les leviers de performance et les technologies associées. Puis derrière, on enchaînera avec une présentation de M. Poujardieu sur comment engager sa transformation numérique. Donc, il s'agira de mettre en exergue un peu la plateforme 3D Dassault Systèmes, mais surtout l'accompagnement par Dassault Systèmes de certaines de nos PME régionales. Donc, en l'occurrence, il y aura un petit film sur la présentation et le témoignage de Christian Houel de Aquitaine Électronique. Ensuite, Virginie Chancois nous présentera des dispositifs facilitant la transformation numérique des industriels. Et enfin, je clôturerai cette intervention avec une présentation très rapide d'une action collective portée par la branche qui permet également d'accompagner les industriels en fonction de leurs problématiques de transformation numérique. Mais je vous propose de passer de suite la parole à Émilie Basque qui va nous présenter les leviers de performance liés au numérique et nous présenter quelques technologies. Alors, bonjour à tous. Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous présenter très rapidement le pôle formation. Donc, c'est un pôle formation qui a été créé par l'UMM Gironde-Land et qui a pour vocation de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre stratégie et puis surtout la montée en compétences de vos collaborateurs. Alors pour ce faire, on intervient en 3 types de modalités. On va avoir une première modalité qui est de l'appui conseil. Donc on vient dans vos entreprises pour vous accompagner. On est aussi capable, bien évidemment, de vous proposer des formations, que ce soit dans votre environnement de travail ou sur nos plateaux techniques et les ateliers personnalisés. Et puis on est effectivement à même de vous proposer des solutions d'alternance, que ce soit par le biais de l'apprentissage ou de la professionnalisation. Alors, on va être capable aussi de vous proposer ces thématiques dans l'ensemble, je dirais, des pôles de compétences qu'on va retrouver dans une entreprise, à la fois sur les domaines techniques, et quand je parle de technique, je parle de technique fondamentale. On va retrouver la chaudronnerie, l'électromécanique, mais aussi les nouvelles technologies, avec la robotique, la maintenance avancée, la fabrication additive. On va bien sûr être capable aussi d'adresser des items sur tout ce qui va concerner la performance industrielle et QHSE, et puis toutes les thématiques de management et ressources humaines. Donc ça nous permet finalement de pouvoir vous apporter des solutions, que ce soit en termes de modalités d'intervention ou de pôle de compétences de A à Z par rapport à vos besoins. Alors, je reviens sur l'objectif de ce workshop qui va effectivement consister à évoquer les différentes technologies. Alors, souvent, et on l'a encore entendu ce matin, quand on échange avec des dirigeants d'entreprise, le numérique reste un outil. Et souvent, quand on parle, effectivement, on a les 3 dirigeants qui étaient bien au courant de la transformation numérique. Parfois, quand on parle avec des dirigeants d'entreprise, on ne sait pas toujours quoi mettre derrière la transformation numérique. Par contre, ce que vous savez toujours, vous en tant que dirigeant, c'est bien la recherche de compétitivité. Comment je peux améliorer la compétence et les performances de mon entreprise. Et donc, le choix qu'on a fait en préparant ce workshop, c'était plutôt de partir des leviers de compétences, les leviers de performance de l'entreprise, et de voir comment les technologies vous permettent d'actionner ces différents leviers. Alors, assez classiquement, on va retrouver les 4 catégories de leviers de performance. Donc, les clients, les relations avec vos clients. Instinctivement, on va aussi évoquer toute la partie produit et notamment tout le raccourcissement des cycles de produits. Les ateliers, donc comment améliorer la performance au sein de vos ateliers ou de votre usine. Et puis, pas les moindres, les collaborateurs, on en a déjà bien parlé ce matin. Et puis finalement, ce qu'on va retrouver en fil conducteur, ça va être, on l'a aussi évoqué ce matin, tout ce qui va être l'agilité. La transition numérique doit vous permettre d'avoir des organisations plus agiles, des collaborations plus agiles. On part alors de désilotage ou de décloisonnement
Effectivement, Lionel l'a évoqué tout à l'heure, comment, au travers de la transition numérique, je peux faciliter le décloisonnement de mes services, et puis pour faciliter une meilleure collaboration. Alors, je vais démarrer par le premier levier qu'on a évoqué, c'est les relations clients. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites finalement dans les témoignages, donc c'est intéressant, ça va me permettre de rebondir sur ce qui a été évoqué. On l'a notamment dit, ça va être un levier sur tout ce qui va être promotion, marketing. De plus en plus, on a en fait des industriels qui vont utiliser les outils de modélisation pour favoriser, pour promouvoir les produits. Alors, vous avez une petite démonstration ici. Voilà, donc vous le voyez ici par exemple, c'est un système de pompe où finalement on va venir modéliser la pompe et quand on va être en recueil client, ça va permettre non seulement de promouvoir le client, mais aussi de rajouter les différentes fonctionnalités. Alors, on parle beaucoup de réalité virtuelle, donc ça a été énormément développé dans un premier temps. De plus en plus, nos partenaires, Maser et Mugen, pour ne citer qu'eux, sont utilisés plutôt pour faire des tutos 3D. Donc là, vous avez un exemple de tuto 3D. Alors, c'est moins onéreux, c'est aussi plus transportable, et ça permet, en fait, avec une configuration 3D, d'avoir un bon aperçu du produit. Alors, toujours dans la partie promotion, l'axe promotion, tout simplement, on va retrouver par exemple des QR codes. Donc là aussi, ce qui est intéressant quand on parle de transition numérique, c'est de bien regarder la maturité de l'entreprise et puis de proposer une mixité de technologies avec des choses un peu plus, on va dire, high-tech et des choses un peu plus soft. Les QR codes en font partie. Et on retrouve de plus en plus effectivement de QR codes dans les systèmes promotionnels où vous scannez tout simplement et vous avez accès à un site internet. Alors toujours au niveau des relations clients, ce qui commence aussi à se développer, alors Amazon n'est pas sur Trello. Par contre, il y a énormément d'entreprises qui se sont inspirées de la technologie d'Amazon pour donner aux clients des informations en temps réel. Donc, ce qui permet aux clients d'avoir l'information en temps réel de sa commande, de la passation de commande jusqu'à la livraison. Et puis enfin, donc on l'a évoqué, alors pour ne citer que deux des outils de Dassault Systèmes par exemple, ça va être Katia et SolidWorks. Là aussi, on parle finalement de technologies qui sont tout à fait accessibles à des PME. Il suffit juste d'avoir ces logiciels-là, SolidWorks notamment, un certain nombre de PME sont déjà équipés. Et en fait, le principe, c'est d'avoir justement la tablette et puis de pouvoir, lors du recueil client, faciliter la définition des options et s'accorder sur ce qui est vraiment attendu par le client. Alors, ça permet aussi de limiter les anciens plans papier. Entre le client m'a demandé ce plan-là, je vais au bureau d'études qui va commencer à essayer d'imaginer un dessin, je regarde ce que je peux faire en production et finalement je me rends compte que vis-à-vis du client et ce sur quoi je m'étais engagé n'est pas possible. Donc ça permet vraiment de limiter les allers-retours clients et de faciliter la relation. Alors, toujours dans la même idée, effectivement, pour promouvoir et pour faciliter cette relation client et avec le produit qui est au centre du sujet. Alors, Lionel l'a expliqué tout à l'heure, donc c'est une illustration d'une maquette numérique. De plus en plus, alors on va utiliser des gros mots. Je vais essayer d'en dire le moins possible. Vous avez entendu parler de maquette numérique, de jumeaux numériques ou de BIM. L'objectif, ça va être tout simplement de modéliser, que ce soit un bâtiment, ou on peut aussi le faire pour des produits, de manière à identifier le plus en amont possible les contraintes de conception et de mettre en exergue justement les incohérences de conception. Alors au niveau de toutes ces données-là, l'objectif, on ne parle pas souvent de cybersécurité, c'est quand même un des gros enjeux aussi pour les PME, puisque c'est assez attractif d'aller vers ce type d'application. Donc c'est aussi primordial de penser cybersécurité et donc d'avoir des espaces de stockage et de transmission d'informations qui soient sécurisés. Alors Arnaud, tu auras l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais voilà, la plateforme 3D Experience fait partie justement de ces plateformes qui permettent d'avoir la continuité numérique. On voit apparaître également la blockchain. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde dans l'assistance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors il y a notamment Daher qui est en train vraiment de développer ces systèmes-là. En fait, justement, l'objectif, c'est de pouvoir avoir la continuité numérique sans avoir vraiment des organes de contrôle. Et l'objectif vraiment, alors pour Daher, c'était typiquement de pouvoir donner de l'information
à son client, d'avoir une continuité numérique et qui permettent aussi la traçabilité des données. Alors, on a parlé donc des leviers de performance vis-à-vis de vos relations clients, vis-à-vis de la conception du produit. On va aussi parler, parce que je pense que c'est une des préoccupations que vous avez à peu près tous dans la salle, j'imagine, ça va être les leviers de performance pour améliorer la performance de vos ateliers ou de vos usines. Alors, on en a parlé aussi tout à l'heure, on a commencé à parler de réalité augmentée, réalité virtuelle. Il faut savoir que ça, c'est des éléments que vous pouvez faire typiquement aussi, ne serait-ce que quand vous implantez un nouveau bâtiment ou quand vous implantez un nouvel atelier. Il y a tout un tas de logiciels aujourd'hui qui sont disponibles. Alors, on a cité quelques-uns ici. Donc, on va retrouver Virtual Universe Pro, où là, on va plutôt être sur de l'implantation complète d'ateliers. Donc, on va dimensionner les zones de stockage. On va aussi travailler sur les flux données d'entrée, les flux de sortie. Et puis, je vous ai mis un autre exemple là qui va être un peu plus spécifique, qui s'appelle RoboGuide, donc qui est plutôt un logiciel en fait qui va être connecté à une cellule Fanuc par exemple. Et donc, ça va vous permettre d'identifier dans votre ligne de production où est-ce que c'est le plus pertinent d'aller mettre un robot. Et puis, donc, je vois qu'Olivier est là du CEATech, donc je vais faire un clin d'œil. Olivier a justement, par le biais du CEATech, développé une nouvelle application où ça permet justement que c'est multimarque et ça va permettre, au-delà de l'intérêt de voir où est-ce que je vais l'installer dans ma ligne de production, de savoir quel type de robot c'est pertinent, puisqu'il y a tout un tas de technologies de robots. Donc, ça va vraiment permettre d'affiner le choix et de faciliter l'aide à la décision. Donc aujourd'hui, par rapport à une situation d'aujourd'hui où vous voulez implanter un nouveau robot, vous allez faire des allers-retours avec les fournisseurs. Donc vous allez immobiliser votre ligne. Par ce logiciel-là ou cette application, ça va vous permettre en fait de sécuriser votre choix et d'aller plus vite dans la sélection de votre fournisseur. Quand on parle de performance au niveau de l'atelier, il y a eu énormément de développement, de nouvelles technologies pour, on l'a aussi évoqué, l'objectif d'un atelier, c'est qu'il ne tombe pas en panne. Donc pour qu'il ne tombe pas en panne, il faut renforcer la robustesse de ces équipements. Et on a aussi parlé de pilotage de ligne. On a aussi une évolution des métiers vers le pilotage de ligne. Donc Guillaume va gentiment vous faire la démonstration de la thermographie infrarouge. Alors l'infrarouge, ce n'est pas une nouvelle technologie. Là où aujourd'hui, en fait, ça devient une innovation technologique, c'est qu'on a des caméras de plus en plus performantes et qui sont mobiles. Donc typiquement, l'application que Guillaume va vous montrer, donc vous voyez, c'est sur une tablette. Non, tu disais ouais. Voilà, donc typiquement, c'est sur une tablette. Donc en fait, c'est juste une application que vous venez télécharger sur votre tablette. Alors FLIR pour ne pas la citer. C'est juste un petit soft que vous allez installer sur votre tablette ou votre téléphone. Un petit modem que vous venez connecter qui est juste en bas de la tablette. Et ça va vous permettre en fait d'identifier les différents points chauds. On en a identifié quelques-uns. Donc ça va permettre effectivement d'identifier les différents points chauds. Alors au-delà de la démonstration, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est de plus en plus utilisé non seulement sur des audits énergétiques, on l'a évoqué ce matin, la transition numérique doit aussi permettre d'améliorer la consommation énergétique au niveau des environnements. Donc la caméra infrarouge est pertinente en ce sens-là. Donc elle est très utilisée dans les audits énergétiques. Elle est aussi utilisée typiquement dans l'atelier pour pouvoir faire de la mesure en temps réel de la température, pour pouvoir aussi, c'est un des éléments, on a parlé de maintenance prédictive un petit peu ce matin, voilà, ça permet aussi d'avoir des données en temps réel remontées pour verrouiller la maîtrise de la ligne et faire en sorte qu'elle ne tombe pas en panne. Alors, tu peux me lancer la vidéo, merci. Alors, toute la partie thermographie infrarouge, effectivement, on l'a évoqué. Donc, c'est pour non seulement la partie audit, mais pour avoir des mesures en temps réel. Un autre des éléments, alors, on parle de supervision active. Ce n'est pas tout à fait un gros mot, parce que je pense que ça commence à parler à un certain nombre d'entre vous. L'intérêt, c'est de pouvoir, alors vous le voyez, au travers de la petite tablette qui est montrée. Donc, vous avez la ligne de production qui a été modélisée par Mazer et Mugen, c'est dans nos locaux. Et donc, vous voyez, vous avez effectivement la pompe qui est derrière, vous avez le contrôle commande avec les boutons. Et dans la démonstration qui vous est faite, qui est donc accessible par la tablette, vous prenez contrôle de la ligne.
Hein, donc c'est un petit peu ce qu'a évoqué aussi les témoignages tout à l'heure. Donc vous prenez complètement contrôle, donc vous pouvez de façon déportée prendre la main et actionner. Et surtout, en fait, on le voit au niveau de la tablette, ce que ça permet par rapport à ce qu'on n'a pas en dehors de ces technologies-là, c'est surtout, encore une fois, d'avoir la mesure en temps réel de vos équipements. Donc on va avoir des capteurs qui vont être plus ou moins verts, et ça permet d'anticiper aussi des interventions de maintenance, par exemple. Alors, au-delà de la technologie, j'aime bien aussi faire le lien avec les compétences des collaborateurs. Donc, cette technologie-là, elle va avoir d'un pour avantage de renforcer la robustesse de vos équipements, qui vont moins tomber en panne. Elle va aussi avoir pour vocation, on l'a évoqué tout à l'heure, de faire monter en compétences. C'est-à-dire que l'opérateur, demain, devient un pilote de ligne. Et en termes de valeur ajoutée, vous allez avoir aussi des opérateurs qui vont être capables, puisqu'ils ont des outils d'aide à la décision, de prendre un certain nombre de décisions. Donc on va créer de la valeur aussi au niveau des compétences des opérateurs. Alors quand on parle de performance au niveau de l'usine ou l'atelier, on a souvent tendance à les oublier, c'est les fonctions de support. Pour autant, c'est en termes d'organisation indispensable. Et donc, pour n'en citer que quelques-unes, alors je vais démarrer par celle qui a été évoquée tout à l'heure. On a parlé de dématérialisation. Donc, effectivement, on a de plus en plus de fonctions administratives, que ce soit sur les processus de commande, de livraison, de facturation, des choses qui sont des applications qui sont dématérialisées. Donc, on va avoir un impact favorable sur l'environnement. Quelque chose, je dirais, d'encore plus structurant pour l'entreprise. On a souvent tendance à dire, enfin nous quand on intervient dans les entreprises, on nous dit souvent on a un problème de charge CAPA. Alors charge CAPA, je ne sais pas si ça vous parle tous, mais c'est vraiment l'adéquation entre ce que je dois produire et la capacité que j'ai pour produire ces éléments-là. Donc c'est souvent un peu un flou artistique. Et pour autant, il y a des logiciels qui existent de planification, alors Hortems pour en citer un exemple, qui vont vous permettre non seulement de gérer votre charge capacité, mais qui vont aussi vous permettre d'optimiser les enchaînements de campagne, hein, pour réduire notamment tout ce qui est changement de série. Donc quand vous changez de série, vous allez avoir des vides de lignes. Ça permet de vous proposer un ordonnancement des lignes pour optimiser votre charge CAPA. Et puis, ce qui est illustré au milieu, c'est ce qu'on appelle une gestion des stocks automatisés. Là aussi, c'est souvent un souci dans les entreprises qui me disent j'ai un ERP, mais j'en suis pas complètement satisfait. En plus, j'ai pas forcément un lien avec la gestion des stocks. Donc, effectivement, dans la transition numérique, oui, effectivement, ça va être d'optimiser ces fonctions-là. Il y a aussi des choses qui fonctionnent très bien, c'est typiquement des magasins automatisés. Donc, magasins automatisés, donc d'un, ça vous permet de gagner de la place. Donc, généralement, c'est plutôt des choses qu'on recherche au niveau des ateliers. Et ça vous permet aussi d'avoir une gestion des stocks maîtrisée de vos inventaires et donc l'information en temps réel. Alors, le dernier levier, mais pas des moindres, hein, on a parlé effectivement des clients, on a parlé du produit, on a parlé de la performance au niveau des ateliers et on va maintenant vous parler des collaborateurs. Alors, au niveau des collaborateurs, donc c'est là où Guillaume va pouvoir nous faire une démonstration de la réalité virtuelle. Comme il a dit, on est un peu victime du succès. L'objectif, c'était quand même de vous faire des démonstrations. C'est pas toujours évident avec la taille du public. Pour autant, on a cherché à maintenir ça. La réalité virtuelle aujourd'hui, elle est presque plus utilisée, je dirais, au niveau de la formation plutôt que de la promotion. Donc là, la démonstration que vous fait Guillaume, c'est sur une gamme de maintenance. Et donc, vous le voyez, en fait, il va être guidé pas à pas pour réaliser l'intervention. Donc, l'intérêt, effectivement, de cette technologie, c'est que l'apprenant, ou le salarié, ou même quand ils viennent en formation, vont pouvoir acquérir au fur et à mesure les compétences. Donc, ils vont aller à leur rythme. Ils sont bien guidés. On voit que Guillaume s'en sort plutôt bien. Donc, ils sont bien guidés par des instructions. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve aussi, on ne fait pas souvent le lien, mais moi je fais de plus en plus le lien avec la sécurité. Typiquement dans des environnements très contraints comme le nucléaire, c'est des technologies qu'on va retrouver, puisqu'on peut assez facilement imaginer l'appréhension d'un technicien de maintenance avant de faire une intervention sur un organe de centrale nucléaire. Ça permet, en plus c'est des interventions qui ne font pas régulièrement, donc ça permet aussi de se remettre en situation, de simuler l'intervention avant de pouvoir la pratiquer en réel. Alors, ce que vous n'avez pas ici, c'est le son.
par contre, voilà, donc vous n'avez pas ici le son. Ce qui est aussi important, c'est que quand on parle de simulation, alors ça paraît évident comme ça. Par contre, il y a aussi tout l'environnement en termes de bruit, en termes d'éclairage. Et ça, c'est des choses aussi qui sont bien évidemment possibles sur de la réalité virtuelle. Oui. Malgré le plaisir qu'on a à te regarder voir la démonstration. On peut l'applaudir parce que c'est pas toujours évident. Donc, ce qui est important aussi de dire, j'ai échangé avec Marc pas plus tard qu'hier, quand on parle finalement de transformation numérique, que ce soit de la réalité virtuelle, des tutos 3D que je vous ai montrés, ce qui est le plus important, c'est qu'en termes d'investissement, alors c'est des technologies qui ont énormément été réduites. Par exemple, un système de réalité virtuelle aujourd'hui, alors ça reste encore un gros investissement, mais on est à peu près autour des 25 000 € sur des tutos 3D. Donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, la pompe en 3D. On va plutôt tourner autour de 7 000 à 8 000 €, donc ce qui reste quand même un investissement raisonnable, surtout pour faire de la promotion et faciliter les relations avec le client. Donc c'est des technologies qui ont énormément été réduites. Cependant, ça reste quand même encore un investissement. Ce qui est important, finalement, quelle que soit la technologie, ça va être la scénarisation. C'est-à-dire quand vous modélisez votre ligne, dans quelle vocation vous allez modéliser la ligne? Est-ce que justement derrière c'est pour pouvoir faire de la formation? Est-ce que c'est pour faire du recueil client? Et d'imaginer un peu, parce que ça vous paraît assez facile, mais il y a eu, je parle sous contrôle de Marc qui est dans l'assistance, et il y a eu quand même effectivement un certain nombre d'heures de développement pour bien modéliser la ligne et surtout scénariser par rapport aux messages clés. Je reviens par rapport à la formation et à mon technicien de maintenance qui va intervenir en centrale nucléaire. Quels sont les messages, quelles sont vraiment les bonnes pratiques que je ne veux pas qu'ils loupent avant d'intervenir. Donc il y a vraiment cette notion de scénarisation qui est importante quand vous faites de la modélisation. Alors toujours dans l'information, donc effectivement, j'ai essayé tout le long de la présentation de vous faire le lien entre des technologies, je dirais, un peu plus développées et puis des technologies un peu plus soft. Alors j'espère que ça vexera personne quand je parle de serious game comme 7Shape. C'est effectivement l'objectif, et c'est tout l'intérêt de cette application-là, c'est de pouvoir en fait diffuser de la culture. Voilà. Alors 7Shape, c'est plus facilement décliné sur tout ce qui est lean management. Donc en fait, c'est utilisé de plus en plus, on parle d'excellence opérationnelle, de lean management, d'amélioration continue. Donc c'est un petit logiciel que je vous recommande vivement aussi, et qui permet finalement d'aller diffuser de la culture lean management. C'est de la gamification avec c'est vraiment un petit jeu vidéo complètement qui permet en même temps de former au lean manufacturing également. Tout à fait. L'objectif de ces serious games-là, ça se développe de plus en plus. J'ai pris l'exemple du lean management, mais il y en a d'autres qui se développent. C'est vraiment de mettre en situation le collaborateur. Alors là, il y a des systèmes d'avatar, donc pour les jeunes générations, ça leur plaît bien aussi. Voilà, donc c'est vraiment de les mettre en situation et encore une fois, de leur permettre d'apprendre à leur rythme. J'ai plus la main. Alors attends, je reviens un coup en arrière. Alors effectivement, donc un autre élément aussi, on va continuer avec la réalité augmentée. Alors on vous a parlé de réalité virtuelle et réalité augmentée. Ça commence à être clair dans la plupart des esprits, mais juste au cas où. Donc la réalité virtuelle, vous avez vu, vous êtes vraiment immergé dans un environnement qui est complètement simulé. La réalité augmentée, vous allez venir projeter de l'information sur un environnement existant. Donc là, on est encore sur, par exemple, des interventions de maintenance. Vous avez votre ligne qui tourne en temps réel et vous allez venir projeter en fait ce type d'éléments-là. Et quand vous cliquez sur les organes, donc les petites cases blanches, ça va venir vous donner des éléments. Alors ça peut être soit des gammes de maintenance, ça peut être des plans, ça peut être des commentaires spécifiques. Donc encore une fois, pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la scénarisation, c'est vraiment l'objectif de dire je scénarise. Est-ce que mon outil, je vais utiliser un tuto 3D? Est-ce que je vais utiliser de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée? Le cœur du système, et Arnaud en parlera tout à l'heure aussi, c'est vraiment la modélisation, la maquette numérique du produit. Alors toujours dans les leviers de collaborateurs, alors ça commence à arriver, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais ce qui commence à arriver aussi, Lionel en a parlé tout à l'heure, c'est de comment je fais en sorte d'être attractif vis-à-vis des jeunes générations ou des collaborateurs, et de plus en plus sur des métiers qui sont un peu en tension, on utilise des simulateurs pour créer de l'appétence vis-à-vis de ses futurs collaborateurs.
Et puis le dernier, je dirais le dernier levier, qui n'est pas des moindres et finalement qui est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on vient de dire, ça va être l'intelligence collective. Alors qu'est-ce qu'on met derrière intelligence collective? Là encore, c'est des bien grands mots. On parle tout simplement de collaboration entre les équipes et le fait que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice en termes de valeur ajoutée. Alors là encore, Arnaud, tu t'évoqueras la plateforme qui est vraiment faite dans ce sens-là, pour faciliter la collaboration. On l'a évoqué tout à l'heure, et fluidifier les liens entre un architecte produit, un bureau d'études, et puis bureau d'études concepteur et un producteur. Donc ça permet que chacun va venir mettre sa pierre à l'édifice et qu'on va construire ensemble une définition qui tienne la route. Il y a aussi quelques applications qui sont là encore très abordables. Alors par exemple, je reste sur le lean management ou lean manufacturing, on va trouver l'IOBEA. Alors l'OBEA, ça parle déjà peut-être pas à tout le monde. L'OBEA, en fait, c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir faire du management visuel. Vous allez pouvoir travailler sur vos plans d'amélioration, vos indicateurs, vos pilotages. Anciennement, on était vraiment avec des post-it. Donc là, avec la transition numérique, on a gardé cette même philosophie, c'est ça qui est important. Donc on est vraiment sur quelque chose de très minimaliste. Par contre, on a numérisé. Et vous voyez, vous avez un exemple là sur les images. Donc en fait, vous avez tous les acteurs du produit ou de l'atelier qui vont être autour de ce tableau numérique et qui vont pouvoir alimenter les éléments, et derrière, vous allez pouvoir construire vos propres indicateurs, propres tableaux de bord. Donc voilà, l'IOBEA, c'est des choses que vous pouvez aussi trouver assez facilement. Et puis toujours dans des applications très simples, on va trouver surtout ce qui est gestion de projet. Alors, j'en ai mis deux pour les citer, donc Wimi et Trello. Là aussi, on a quelques industriels, alors ça doit être des dirigeants qui sont un peu geeks quand même dans l'esprit, et qui ont développé, qui ont en fait perverti un peu les systèmes, donc Trello par exemple, pour en fait finalement en faire un outil de chat d'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a 2 bâtiments, donc la conception est faite, le bureau d'études est fait dans un bâtiment et la production dans un autre. Ils ont mis en place Trello. Donc Trello, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un petit peu avec des... Voilà, c'est un système effectivement de gestion de projet avec différentes cartes comme des cartes Kanban. Et en fait, finalement, vous allez pouvoir suivre tout le long de l'avancée de votre commande, donc de la commande justement jusqu'à la livraison. Et par un système de chat, vous allez venir pouvoir compléter ce qui se passe au bureau d'études et ce qui se passe en production. Donc même avec 2 bâtiments qui sont éloignés, ça vous permet de garder le contact entre les personnes. Et puis, si vous me permettez encore quelques secondes, je vais aller très vite. Juste cette dernière slide pour vous montrer effectivement comment le pôle formation peut vous accompagner, puisque vous l'avez vu juste avant, vous avez tout un tas d'applications, de technologies qui sont à votre disposition. Par contre, souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre quand on veut gérer sa transition numérique. Donc là, vous avez déjà des illustrations d'applications un peu plus soft et un peu plus hard. On commence toujours, mais Arnaud en parlera, puisque ça sera un exemple justement d'accompagnement. Ce qui est important aussi, c'est de toujours repartir de la maturité de l'entreprise. Je dis toujours, la transition numérique, elle doit être adaptée au rythme et à la maturité de l'entreprise. Donc il y a une première partie vraiment de diagnostic maturité. Ce qui est aussi important, c'est que quand on parle de transition numérique, quelles sont les fonctions que vous voulez améliorer dans votre entreprise ? Est-ce que c'est d'avoir des cycles de production de produits plus courts? Est-ce que ça va être d'aller chercher de la productivité? Est-ce que ça va être plutôt de monter en compétence vos équipes parce que vous voulez développer des nouveaux marchés? Donc voilà, c'est de bien rapprocher les fonctions à numériser de vos enjeux et de votre stratégie. Cette démarche intégrée au modulaire aussi, je pense que ça c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on est plutôt sur une démarche où on va avoir une plateforme intégrée? Est-ce qu'on est plutôt sur des petits modules? Je pense que ça c'est une vraie question à se poser quand on fait un diagnostic de transition numérique. La deuxième partie, c'est assez logique, une fois que vous avez une bonne vision de votre niveau de maturité au niveau du numérique, ça va être de définir les préconisations et outils par rapport aux fonctions que vous aurez choisi à digitaliser. Et la troisième partie, qui est pour moi presque la plus importante et qu'on n'a souvent pas, ça va être l'impact sur l'organisation et les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a un petit peu évoqué ce matin, vous allez certes mettre de la transition numérique, par contre, si vous n'emmenez pas vos équipes, le problème, c'est que ça risque d'être effectivement assez démoralisant pour les équipes
et finalement, vous n'allez pas obtenir, on a parlé de ROI, donc retour sur investissement, vous n'allez pas avoir le retour sur investissement que vous allez espérer. Donc il faut bien penser aussi à regarder l'impact que cette transition numérique va avoir sur vos métiers. Je reprends l'exemple de mon bureau d'études. Aujourd'hui, on avait avant des projeteurs. Aujourd'hui, on a des projeteurs qui doivent de plus en plus être sensibilisés aussi aux impacts de la conception et de la production derrière. Donc on a bien une évolution du métier qui est en train de se créer. Lionel l'a évoqué aussi, on cherche de plus en plus en termes de recrutement des profils qui vont avoir une culture au moins du numérique. Donc voilà, ces éléments-là, donc on fait vraiment le lien avec la GPEC. Donc quel impact sur les organisations et les métiers? Comment je fais monter en compétence mes équipes? Donc ça aussi, il y a de la formation, de la mise en situation en situation de travail. Et puis, quid de la cybersécurité? Je pense que ça aussi, on n'en parle pas suffisamment. Quand on parle de transition numérique, c'est vraiment aussi d'être très vigilant, parce qu'encore une fois, il y a certains dirigeants, et c'est tout à votre honneur, qui sont très geeks et qui ont envie de développer. Pour autant, vous avez quand même des vrais enjeux sur la cybersécurité. Et ça aussi, quand on parle de développement de compétences, c'est des choses que vous devez intégrer. Et je terminerai juste par la culture du dirigeant. On parle de conduite de changement, mais Arnaud, je pense que tu vas revenir dessus. Ce qui est important aussi, c'est que souvent on entend la conduite du changement, on fait un diagnostic, on fait des préconisations, puis une fois qu'on a choisi les outils, on va bien s'arranger pour faire un peu de conduite de changement. Ce qui est important dans le diagnostic, et c'est pour ça que je le mets dès le début, c'est que pour moi, un diagnostic doit être un moment où on prend du temps avec les dirigeants, mais ses collaborateurs, puisque ça va être la première étape de changement. C'est pendant ce moment-là que vous allez prendre conscience, vous, en tant que dirigeant, vous avez pris conscience qu'il fallait aller vers la transition numérique. Ça peut effrayer vos collaborateurs. Donc, pensez bien à les intégrer dès le diagnostic aussi pour qu'ils prennent conscience de la nécessité d'aller vers là et de où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Merci beaucoup, Émilie. Si tu veux bien donner le micro à Arnaud, qui va enchaîner. Et je vais donner la petite zapette, être sûr qu'elle fonctionne. Hop, le contact d'Émilie également, si vous souhaitez entrer en contact avec elle. Et je passe la parole à Arnaud. Non, à droite, ça avance. Droite, on avance, on recule. Très bien. Merci Guillaume. Merci Émilie. Je m'appelle Arnaud. Je suis chez Dassault Systèmes. Je suis en charge du développement du business sur une vaste région qui couvre la France, mais aussi 2 autres territoires plus exotiques que sont l'Afrique et le Moyen-Orient. Je ne vais pas vous parler ni d'Afrique ni de Moyen-Orient, mais je vais vous parler de PME en France. Et je voudrais commencer par quelques idées ou informations sur Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est souvent moins connu qu'un autre Dassault qui fait des avions et qui est Dassault Aviation. Dassault Systèmes est le résultat d'un spin-off c'était en 1981, 17 ingénieurs de Dassault Aviation qui développaient les tout premiers algorithmes autour du 3D. Marcel Dassault a eu l'idée, avec Charles Edelsten, d'externaliser cette activité. Et aujourd'hui, cette start-up, en 1981, est une entreprise qui est devenue leader mondial dans son domaine du 3D, qui fait 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, ce qui vous intéresse, c'est qu'elle équipe plus de 200 000 entreprises dans le monde. 200 000 entreprises qui conçoivent, fabriquent, maintiennent, développent des produits de tout type. Et bien sûr, pas que des avions. Dassault Systèmes est perçu parfois comme « Ah oui, c'est l'entreprise qui équipe Boeing, qui équipe Airbus, qui équipe BMW, qui équipe Renault. » Oui, mais qui équipe toutes les chaînes de sous-traitance de ces grands OEM et surtout qui équipe un très grand nombre de PME et de PMI à travers une gamme de produits qui s'appelle SolidWorks également et dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Dassault Systèmes a une histoire. Donc on a commencé au 3D en 81. On a eu 4 grandes phases dans notre vie. Et puis on a grandi avec nos clients. C'est bien souvent la destinée de chaque organisation. Et du 3D, nous sommes passés à un nouvel état ou un nouveau paradigme poussé par un de nos gros clients qui est à Seattle et qui fait des avions, qui nous a dit moi, j'ai besoin de passer à un nouveau concept. J'ai l'habitude, pour mettre sur le marché un avion, de faire 3 maquettes physiques qui vont voler. Ces maquettes, elles coûtent chacune plusieurs centaines de millions. Mon rêve serait de ne plus passer par cette phase-là et de remplacer ces maquettes physiques par une maquette numérique.
Et ça a été un pari, et c'est la façon dont travaille Dassault Systèmes, en relation très étroite avec nos clients. Et ça nous permet d'aller à une nouvelle étape, et on a inventé un concept qu'on a appelé le digital mock-up ou la maquette numérique. Aujourd'hui, on parle de jumeaux numériques, c'est la même chose. Seulement, maintenant, ça s'est complètement démocratisé, c'est utilisé massivement dans le monde, et très difficile de faire de l'innovation sur du produit manufacturé sans passer par de la maquette numérique et en devenir l'expert. Sur cette deuxième phase de maquette numérique, on est allé un pas plus loin, poussé par nos clients, et on nous a dit, mais cette maquette numérique, moi, mon rêve, c'est de lui donner vie. C'est de passer de la photo au cinéma, de permettre de faire de la simulation sur cette maquette pour que le monde virtuel vienne enrichir le réel, le monde réel, dans une idée très simple que l'on va économiser. On va économiser tout type de ressources. Et c'est bien le sujet important d'aujourd'hui. Donc plus vous allez pouvoir faire de virtuel en amont, plus vous allez pouvoir inventer, innover, produire, maintenir juste, au juste prix, avec les justes ressources, dans le bon délai. Et puis Dassault Systèmes, il y a 7 ans, est allé sur la 4e étape de sa vie, que nous appelons 3D Experience, et qui est un nouveau paradigme qui permet à tout utilisateur de pouvoir non seulement inventer, créer un produit, ou les services qui vont autour de ces produits, mais plus se mettre dans les chaussures de l'utilisateur de ce produit, et de concevoir en fonction de ce que l'utilisateur attend. Et on sait, et on connaît tous, des entreprises qui ont été particulièrement performantes, quels que soient les domaines, et qui ont transformé la façon dont le business était fait dans leur domaine. Prenons par exemple Nespresso. Il vous propose une expérience particulière. Et tout est fait, que ça depuis la façon dont ils mettent à disposition le produit. Le produit au départ, c'est quoi? C'est du café. Ils ont développé toute une gamme, toute une stratégie autour des machines, autour de leur magasin. Quand on rentre dans leur magasin, on vit quelque chose d'expert. Mais un autre, c'est Apple. Quand vous venez d'acheter un produit Apple, regardez le souci et l'expérience du moment où vous découvrez votre produit, où vous le sortez de la boîte. Aucun hasard. Tout cela, c'est le fruit de l'usage de technologies qui permettent de faire cela. Et ces technologies sont parfaitement adaptées à des petites et moyennes entreprises. Je voudrais articuler le message que je veux vous faire passer sur un partage d'expérience auquel j'ai eu le plaisir de participer moi-même avec une entreprise de la région qui est située à Pau et qui s'appelle Aquitaine Électronique, qui est une très belle PME d'un peu moins de 200 personnes qui développe au départ des cartes électroniques, puis des boîtiers, puis des armoires et qui font également du harnais électrique. C'est une entreprise qui est dirigée par Christian Well et que j'ai rencontré en travaillant à la région sur les sujets de la transformation numérique. Et on s'est dit un jour, en prenant un verre au bord de la Garonne, et si on essayait de voir comment est-ce que l'on pouvait engager, faire le premier pas pour le dirigeant et pour ses équipes. Et je lui ai dit, bah, écoute, toi, tu as l'entreprise, moi, j'ai quelques idées et compétences, des équipes de consultants, de la technologie. Essayons ensemble d'inventer quelque chose qu'on puisse reproduire. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, avec une courte vidéo. Est-ce qu'on pourrait avoir le son du coup de la vidéo? Sans le son, ça va avoir un petit peu moins d'intérêt. Alors c'est un projet que nous avons engagé il y a 18 mois et par lequel, un beau jour, on est arrivé à 4. 4, c'est un peu nombreux, mais on faisait la mise au point de la façon de faire. Donc, on n'a pas hésité à en mettre un petit peu plus. Et on a commencé par une visite des 2 sites de l'établissement à Sercastet. Et c'est Christian lui-même, le PDG, qui a passé 2h30 pour nous expliquer. On est passé dans plein d'endroits
tard. On a terminé, il devait être pas loin de 10 heures. Et on est allé casser la croûte ensemble. Et c'était pas pour faire joli. C'était juste un moment déterminant qui nous a permis de bien comprendre, de commencer à comprendre ce que faisait l'entreprise et les grands sujets. Ça y est, on est prêt, C'est Arnaud. vrai ? Tu Alors me on dis. y va. L'objet de la réunion aujourd'hui avec Aquitaine Électronique était de restituer l'ensemble du travail que l'on a fait suite aux interviews, restituer notre compréhension des besoins de la société, puis mettre en miroir de cette compréhension une proposition de solutions basée sur les solutions d'Assosystème et la plateforme 3D Experience, et puis proposer enfin une feuille de route de la mise en place de cette solution. On est vraiment demandeur de ce genre d'accompagnement. Il y a une attente forte. L'aide d'un médiateur est toujours plus bénéfique pour nous aider à formaliser de manière générale les problématiques et trouver des solutions. Toute entreprise et toute PME est particulière. Donc on a en même temps une approche généraliste sur nos entreprises, sur nos clients et sur nos PME, et en même temps une approche spécifique aux besoins propres de chaque entreprise. Aller retrouver l'information d'un projet qu'on a fait il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on a l'impression que c'est vraiment compliqué. Ils s'appuient quand même sur nous, c'est ça qui est intéressant. Durant effectivement les 21 heures de leur présence, on a pu évoquer les problématiques de chaque service. Un œil extérieur, forcément, la personne va mettre le doigt sur tout ce qui est sensible chez nous et va le faire ressortir. Que tout le monde ait la même information et qu'on l'ait en temps réel, c'est-à-dire que quand on cherche une information, on a tous la même information au moment où on la cherche. Moi je pense qu'ils ont effectivement bien cerné nos problématiques. Il faut arriver à rationaliser les flux d'informations pour que la communication elle soit efficace. Les petits éclairs, oui, sur le slide sont assez représentatifs, oui, il y en a beaucoup. On entend certains messages et c'est motivant. Et c'est ça qui est fabuleux avec en général les PME et en particulier avec Aquitaine Électronique, c'est cette volonté de faire progresser les choses. En tout cas, bravo. Vous avez bien résumé en 20 heures d'entretien les difficultés d'une entreprise comme la nôtre. Dassault Keonis a proposé à Aquitaine Électronique aujourd'hui une approche basée sur la plateforme 3D Experience avec une implémentation en plusieurs phases. On s'est concentré notamment sur la partie gestion de projet. Sur la partie gestion de projet, on sent bien qu'on veut monter en puissance et nous on demande ça. Votre présentation est très séduisante. Ouais, je trouve l'outil assez puissant, en tout cas de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça fait écho à plein de problèmes qu'on a rencontrés, plein de réflexions qu'on avait déjà initiées. La prochaine étape, ça va être justement de dimensionner de façon beaucoup plus fine le projet qu'on propose à Aquitaine Électronique. Après, on est dans l'amélioration continue. On sait qu'on ne pourra pas tout faire, mais il y a vraiment des messages qui sont passés, qui sont motivants pour le futur. C'est ce que l'on doit vérifier dans cette étape-là, c'est que les collaborateurs adhèrent au projet. On peut construire autour d'un projet comme ça quelque chose de fédérateur et qui, en termes d'équipe, va complètement valoriser les relations humaines dans l'entreprise. Eux, ils ont cette volonté de faire changer les choses. Ils sentent qu'il y a un besoin de progresser dans leur façon de travailler au quotidien. C'est sur des outils comme ça qu'on a envie de travailler. Sincèrement, moi je crois, j'y crois dur. C'est un projet très important. Je crois qu'on est à un virage important chez Aquitaine Électronique, donc il faut transformer d'urgence tout ça. Tout est en place, c'est très prometteur pour qu'effectivement, avec Aquitaine Électronique, on démarre un projet de façon itérative, parce que c'est vraiment un projet itératif. Si demain ça marchait, bon, ça serait vraiment le rêve, quoi. Bien, alors vous voyez que une démarche de ce type, c'est une démarche qui a impliqué, à un moment il est fait mention de 20 heures ou 21 heures, il y a eu 3 jours d'interview. Donc entre 20 et 25 personnes de tous les métiers, de tous les niveaux dans l'entreprise ont été interviewées pour que chacun puisse exprimer ce qu'il vivait aujourd'hui, ce qu'il imaginait pour demain et certains sujets qui, d'après lui, mériteraient d'être traités. Et après, ça a été remis en forme. Donc, je vais le détailler un tout petit peu plus loin. Les grands challenges que rencontrent nos clients sont toujours les mêmes. Hein. Ce sont des sujets sur délai et coûts, sur la collaboration, sur la compétitivité, sur la partie réglementaire, sur la traçabilité et sur l'innovation. Ce que cherche à faire Dassault Systèmes, c'est à mettre chez vous en place
un environnement, et mettre pour vous un environnement de collaboration riche d'applications qui permettent chacune de traiter ces différents sujets. Alors, je voudrais partager avec vous la démarche qui a été mise en place, qui a été évoquée et que nous déployons et que j'ai cherché, en challengeant mes équipes, à la faire rentrer et l'adapter à une PME, que ça ne soit pas quelque chose que l'on utilise pour des très grosses entreprises. Ça ne serait pas pertinent. Pourquoi? Et alors, nous avons appelé ça un BVA, Business Value Assessment. Alors, pourquoi faire un BVA? D'abord, pour chercher à parler de valeur et pas de fonctionnalité. Même si nous vendons du logiciel et que bien souvent on est perçu comme un marchand de fonctionnalité, on est d'abord un acteur qui est capable de vous accompagner pour générer davantage de valeur. Donc c'est le premier sujet sur lequel on doit se placer. Ensuite, c'est d'aligner sur la stratégie et les enjeux de l'entreprise. Les voileux disent il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît son but. Eh bien, il faut d'abord déterminer quel est son but. Et là, il y a une personne particulièrement dans l'entreprise qui est rémunérée pour ça. C'est le numéro 1. C'est le patron de l'entreprise. Et c'est lui qui doit déterminer quel est le but et l'objectif qu'il assigne pour l'organisation. Ensuite, c'est de travailler pour agir sur utiliser ce BVA comme un moyen d'améliorer la communication. Plus je vais impliquer tôt des personnes très variées, en faisant ça, je suis déjà, alors qu'aucun projet n'est démarré, dans le travail de l'accompagnement, du changement permanent de mon entreprise. Et ça, il faut vraiment veiller à le faire. Définir les lignes directrices, c'est-à-dire les feuilles de route, et puis clarifier quels pourraient être les chemins que l'on imagine pour mener cela à bien. Donc un BVA va fournir une vue élargie sur la situation actuelle, analyse de la situation actuelle, orientée sur les processus. Deuxièmement, imaginer ce que pourrait être une version à terme, le to be, et puis chercher à exprimer où est la valeur et comment est-ce qu'elle pourrait être augmentée avec une présentation des bénéfices que pourraient apporter différentes solutions et proposer également une roadmap de ce que pourrait, c'est-à-dire le comment est-ce que l'on pourrait articuler, parce qu'il est hors de question de tout faire à la fois, il faut se poser la bonne question, dans quel ordre je vais faire les choses et quel est le chemin que je vais faire. Il va nous rester moins de 5 minutes. Arnaud. Alors, je vais faire bref. La structure standard de ce type d'études, et bien sûr, Dassault Systèmes n'a n'est pas le seul, bien loin de là, à faire ça. Toutes les organisations, que ce soit Émilie qui fait ce métier, Guillaume, que ce soit l'ADI, on est tous de nombreux acteurs à proposer cela. Bien souvent, on est sur la même démarche. Premier axe, premier temps, alignement, puis interview, puis analyse et rédaction, et ensuite présentation et validation avec les comités de direction. Voilà comment est-ce que, chez Dassault Systèmes, on a modélisé l'approche, quelque chose de très simple. Pourquoi? Quoi? Comment? Et on mène les interviews en se disant qu'on va chercher à remplir cette cartographie-là, qui, vous voyez, à gauche, on est où? On est sur ce qui est stratégique, sur les business drivers. Pourquoi est-ce que l'entreprise doit se développer? Sur quel axe? Et c'est parce que l'on est en train de viser cela. Et complètement à droite, vous allez avoir les enablers qui sont ce que nous avons imaginé avec les équipes avec lesquelles nous travaillons. On a imaginé qu'on pourrait mettre la gestion des exigences, développer le pilotage des projets, la planification de la fabrication ou la gestion de développement de logiciels. Donc cette cartographie devient un outil extrêmement précis qui permet d'élaborer, de déterminer quels sont les chemins possibles. Les facteurs clés de succès, d'abord partir de cette analyse de valeur très centrée sur la stratégie, travailler, regarder loin en recherchant des quick wins. Ne cherchez pas, faites attention à l'effet tunnel. Je cherche un projet avec une ambition très importante qui va être délivré dans 2 ans. Ça, c'est super dangereux. S'il n'y a que ça, c'est super dangereux. Il faut se demander, OK, alors dans 2 ans, je veux être là, mais dans 3 mois, je veux déjà montrer à mes équipes qu'on aura fait ça.
Et on va communiquer ensemble et ça sera la première étape. Alors en anglais, C-Level Ownership, c'est le sujet du patron. C'est son projet. Donc il ne faut surtout pas, OK, je délègue ça à mon lieutenant, il se débrouille. C'est son sujet, moi je m'occupe d'autre chose. Non. Si vous êtes sur un sujet de transformation par le numérique, ça doit être votre sujet, mesdames et messieurs les directeurs d'entreprise. Pensez de façon globale, mais pensez à ces solutions en intégrant l'accompagnement et le service. Mettez en place des partenariats et accompagnez ce changement en faisant intervenir des personnes extérieures. Nul n'est prophète en son pays. Dans ces sujets-là, ça n'a jamais été aussi vrai. Même si vous vous sentez très à l'aise en tant que dirigeant ou membre d'un comité exécutif, n'hésitez pas à faire appel à des personnes extérieures qui vont vous donner un bon coup de main et vous aider à faire passer les messages. Là, pour terminer, quelques mots sur ce que Dassault Systèmes est à même de vous proposer. Nous avons historiquement 2 grandes gammes de produits. On est très connu pour notre logiciel historique qui s'appelle CATIA, mais CATIA a de nombreux petits frères et de nombreuses petites sœurs. Et nous avons notamment, il y a 17 ans de cela, acheté une start-up extrêmement prometteuse aux États-Unis qui s'appelle SolidWorks et qui est le logiciel de modélisation 3D le plus déployé dans le monde et qui est parfaitement adapté à la PME et à la PMI. Plus de 200 000 entreprises dans le monde utilisent quotidiennement SolidWorks. Et par exemple, dans le domaine de l'éducation, parce qu'il n'y a pas d'utilisation dans les entreprises s'il n'y a pas un accès très implanté dans l'éducation, nous équipons l'intégralité des lycées en France, aussi bien dans les cursus que lors des examens. Vous voyez ici un exemple de technologie. Alors, ce n'est pas SolidWorks qui est là, mais en l'occurrence, c'est CATIA. SolidWorks a des fonctionnalités du même type et qui vous montre l'état de l'art actuellement. Vous avez vu une pièce prismatique qui était plutôt carrée, qui était une pièce qui supporte un réacteur. Donc, c'est une pièce qui est extrêmement critique. Il est hors de question qu'une pièce comme cela crache. On peut imaginer ce qui se produirait. Donc, là, on voit que la technologie permet, avec des technologies ou des techniques dites de generative design, c'est-à-dire d'apprentissage automatique, d'inventer de nouvelles formes qui vont permettre de gagner du poids, de la résistance. Et vous voyez que cette pièce qui est inventée, elle est fabriquée avec une technologie additive, avec du 3D printing. Et cela est possible parce que vous voyez ici le gain, 1,2 kg d'un côté, 350 grammes de l'autre. Dans le monde de l'aéronautique, le poids, c'est l'ennemi. Donc on voit le niveau de contribution. Pour terminer, j'aurai le plaisir de participer à toutes les sessions. N'hésitez pas à venir me voir, à échanger ensemble. Si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Je vous propose de passer la parole à Virginie Chancois, directrice de la DEFIM Aquitaine, qui va nous présenter des dispositifs facilitants pour accompagner la transformation numérique, notamment des entreprises de la métallurgie. Normalement, il est allumé. Bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Chancois. Je dirige un organisme qui s'appelle la DEFIM. Alors, l'acronyme vous dira peut-être pas grand-chose. En fait, je représente l'OPCAT des industries de la métallurgie, qui est l'organisme d'accompagnement et de financement des industries de la métallurgie en matière de développement des compétences et de formation. Voilà, donc effectivement, hein, moi, mon rôle aujourd'hui, je ne suis pas la spécialiste du numérique, je suis plutôt la spécialiste de l'accompagnement formation et accompagnement développement des compétences. Donc, c'est de vous montrer à titre d'illustration ce qui a été mis en place dans les industries de la métallurgie via l'UMM, notamment à travers un dispositif d'accompagnement, parce que Émilie l'a bien décrit à travers la progression que tu as présentée tout à l'heure. L'important, c'est comment on s'empare de ce sujet dans les entreprises, comment on se l'approprie, comment on le déploie, comment on diffuse la culture de la transformation numérique au sein de ces équipes. Et tout l'enjeu, effectivement, dans la transition numérique, c'est aussi ça. C'est comment j'accompagne à la fois la transformation dans l'entreprise, mais aussi comment j'embarque l'ensemble de mes équipes dans cette transformation numérique. Donc pour ça,
Donc il y a 2 ans maintenant, en 2017, l'UIMM et l'État ont réfléchi à cette question de la transformation numérique dans les entreprises des industries de la métallurgie. S'est posé la question et a mis en place ce qu'on appelle un EDEC numérique. Donc un EDEC, c'est un engagement de développement de l'emploi et des compétences. Donc c'est un accord cadre en fait qui est signé par l'État, qui mobilise un certain nombre de financements et avec un certain nombre de branches. Donc là, c'est ciblé branches industrielles et en particulier métallurgie, mais c'est des choses qui peuvent aussi se développer dans d'autres branches industrielles. On en reparlera tout à l'heure. Donc l'idée de cet EDEC, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans sa transformation numérique à travers 3 volets. Un premier volet, et tu l'as cité, c'est d'abord de mesurer son degré de maturité numérique, parce qu'en fonction de son degré de maturité numérique, bien évidemment, les moyens qu'on va mobiliser et les projets qu'on va développer ne seront pas les mêmes. Et c'est vrai que c'est extrêmement important déjà de se poser, d'évaluer son diagnostic de maturité. Et là, l'UIMM a développé un petit outil que vous pouvez, qui est accessible via le site de l'Observatoire de la métallurgie. On vous donnera tous les liens, je pense. C'est vraiment en 10 minutes chrono en main. Donc moi, je l'ai fait et c'est vrai qu'on tient dans les 10 minutes, visant vraiment à mesurer votre degré de maturité numérique. Et ça, c'est effectivement la première base, savoir où vous en êtes de ce sujet. Alors, c'est pas jugeant, c'est vraiment là pour évaluer et pour justement mettre en place les dispositions et les dispositifs adaptés. Deuxième outil, c'est un certain nombre d'outils, d'informations, là aussi accessibles sur le site de l'Observatoire des industries de la métallurgie, alors qui est ouvert, vous pouvez tous y aller, il n'y a pas de souci, c'est pas fermé aux entreprises adhérentes de la métallurgie, c'est tout à fait accessible librement via le site de l'Observatoire. Et là, vous avez accès à un certain nombre d'informations pour développer votre culture numérique à travers des MOOC, des tutos, vous verrez, c'est assez bien fait et ça peut permettre, voilà, déjà de vous emparer de ce sujet, de le découvrir. Et puis, progressivement, à travers un certain nombre de MOOC, de vous emparer de ce sujet. Dans ce cadre aussi, nous allons mener en partenariat avec un organisme qui s'appelle Simplon des petits ateliers qui auront lieu très certainement au mois de mars. On n'a pas encore complètement calé la date, visant là aussi à développer la culture numérique et de donner, sensibiliser surtout la TPE-PME, puisqu'on l'a dit, c'est pas un sujet uniquement grand groupe, c'est pas un sujet grande entreprise, c'est un sujet aujourd'hui TPE-PME. Et notre cible à nous, c'est vraiment effectivement d'accompagner la TPE-PME. On sait qu'on a en particulier en Nouvelle-Aquitaine un tissu économique qui est vraiment très concentré sur la TPE-PME. Donc c'est aussi, voilà, à travers ces petits ateliers, sensibiliser les TPE aux opportunités du numérique. Voilà, donc on choisira et on centrera peut-être sur les outils collaboratifs. Tu as cité Trello. Voilà, donc ce seront des ateliers sur lesquels on vous informera. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment de diffuser puis de s'emparer des opportunités du numérique. Et enfin, les accompagnements. Et enfin, les accompagnements, je crois que le maître du temps me rappelle à l'ordre. L'accompagnement, c'est aussi proposer aux entreprises un accompagnement très individuel et très individualisé en fonction, encore une fois, du niveau de maturité numérique et des enjeux de l'entreprise. Donc, des accompagnements et donc une prestation d'accompagnement qui est financée et cofinancée par l'État et l'OPCA de la métallurgie. L'idée, c'est vraiment de proposer un espèce de diagnostic GPEC. Tu l'as dit aussi, Émilie, l'enjeu, il est aussi dans les compétences. Il n'est pas uniquement dans les outils, il est aussi dans les compétences. Et c'est aussi de vous accompagner à travers une dizaine de jours maximum, qui est plutôt bien financé puisqu'on peut vous accompagner de 1 à 10 jours à hauteur de 1 000 € par jour sur un diagnostic de maturité numérique, mais surtout sur un diagnostic et un accompagnement RH, ressources humaines, et encore une fois, comment j'accompagne aussi l'évolution de mes compétences en interne, comment j'accompagne mes équipes dans cette transformation numérique. Et donc là, on vous propose également une prestation d'accompagnement RH qui est plutôt intéressante, à travers un certain nombre d'organismes qui sont habilités pour le faire, dont l'AFPI en fait partie. En région Aquitaine, il y a Actiforce et l'AFPI. Il n'y a pas énormément d'organismes spécialisés sur ces sujets-là. Donc, si vous voulez plus d'informations, bien évidemment, vous nous contactez. Et là encore, la cible, c'est vraiment la TPE-PME, donc entreprise ou établissement de moins de 250 salariés. Voilà, donc c'était pour faire un zoom. Bien évidemment, après, il y a tous les dispositifs de formation classiques à travers le plan de formation. Bon, vous savez qu'il y a une grande réforme de la formation en ce moment qui va aussi pas mal bouleverser le paysage. L'OPCA que je représente, qui est centré sur les industries métallurgiques, va très certainement s'ouvrir à l'ensemble des industries au sens large. Donc là aussi, ce sont de toute façon des dispositifs qui se déploieront très certainement sur le champ industriel de manière large.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur les dispositifs d'accompagnement. Et donc, Guillaume va vous présenter un autre dispositif d'accompagnement qu'on finance également à travers un certain nombre d'actions de formation. Super. Je ne sais pas si tu as les coordonnées d'un contact chez vous, si tu en as mis un. Non, d'accord. Je vous les communiquerai. Effectivement, je vais clôturer très rapidement donc ce workshop. Je ne vais pas vous présenter le dispositif Optimindus, qui est encore un dispositif d'accompagnement qui, lui, est relativement généraliste, mais qui est dédié aux entreprises de la métallurgie. Mais plutôt en profiter pour véhiculer un message par rapport à la transformation numérique, et vous le verrez également tout au cours de la journée, il y a énormément de dispositifs d'accompagnement qui sont déployés, que ce soit au sein de vos branches professionnelles, auprès du conseil régional, auprès des chambres consulaires. Donc l'écosystème est mobilisé pour vous accompagner, a les moyens via des dispositifs de le faire. Donc plutôt, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de ne pas hésiter à vous rapprocher soit d'un chargé de mission de la CCI, du conseil régional, de votre branche professionnelle, moi-même en l'occurrence pour la métallurgie, qui lui a une vision d'ensemble de tous ces dispositifs-là, parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de dispositifs et c'est dur de savoir lequel est le plus adapté. Donc n'hésitez pas à vous reposer sur les chargés de mission pour qu'ils puissent vous aiguiller et trouver chaussures à votre pied, aussi bien en matière de compétences que de dispositifs à mobiliser. Et enfin, je terminerai, parce que l'occasion était trop belle, pour vous présenter une initiative de l'UIMM en collaboration avec le Conseil régional et également des CCI territoriales, notamment la CCI des Landes. Il y a également la CCI 47 qui est dans la salle, avec qui nous sommes en train de travailler sur le sujet. C'est le déploiement de clubs industrie du futur à l'échelle grande région. Donc l'idée de ces clubs, c'est de faire de l'inter-industriel et d'aborder des thématiques de transformation industrielle, transformation numérique bien évidemment, mais également transformation en matière de robotisation des chaînes de production, de gestion des ressources humaines, vraiment des sujets très variés. On va capitaliser sur les expériences uniquement des dirigeants d'entreprises industrielles. Il n'y a pas au sein de ces clubs, on va dire, des structures d'accompagnement ou des cabinets de conseil. C'est vraiment pour dédier aux dirigeants entre eux. Donc pour les entreprises et les industriels présents qui ne font pas partie de la métallurgie, pas de souci, c'est ouvert en interbranche, comme vous pouvez le voir, avec des partenariats aussi d'autres branches professionnelles comme France Chimie pour la chimie, la FIBA et l'UIRPM pour le bois, l'ARIA. Mais bien évidemment, si d'autres branches sont intéressées pour adresser à leurs ressortissants la communication de ces clubs-là, ce sera avec grand plaisir. Je ne vais pas être plus long, j'espère qu'on aura pu vous présenter un maximum de choses. Il y avait une petite demi-heure de retard, donc on a dû mettre les bouchées doubles pour respecter l'horaire. On aurait bien évidemment souhaité passer un peu plus de temps sur les technos et vous faire maniper, mais comme je vous disais, on est à votre disposition. Ne pas hésiter à prendre contact avec nous si vous souhaitez qu'on vous reçoive éventuellement, soit en rendez-vous, soit sur le pôle formation, soit à la DEFIM, avec grand plaisir. Je vous remercie.